Arthur Delaporte, bonjour. Bonjour. Donc vous avez 30 ans, vous faites partie de cette nouvelle génération socialiste qui arrive à l'Assemblée et cet après-midi, ma première motion de censure. Alors, la voterez-vous Je pense que oui, mais vous allez nous répondre. Évidemment, Et puis, je l'ai même déposée. À quoi ça sert une motion de censure? Ça sert à faire ce que le gouvernement a refusé. Le gouvernement avait la possibilité, Elisabeth Borne, quand elle a fait son discours de politique générale, de solliciter la confiance du Parlement. Et finalement, elle a choisi de se présenter sans demander un vote sur son discours. Et donc nous, on a finalement forcé un vote de confiance, ce qu'on a appelé une motion de défiance, parce qu'on aurait souhaité avoir le choix, finalement, pouvoir dire si on était pour ou contre ce qu'elle a dit. C'est une pratique institutionnelle. C'est le cas de manière quasi continue et toujours depuis 30 ans sous la Ve République. Et là, voilà, elle n'a pas voulu, Alors, on est là. Si elle avait posé la question de confiance, la plupart des groupes ne l'auraient pas voté. Il y avait un enjeu politique. Elle aurait pu Il y avait être... un risque. Là, il n'y a pas d'enjeu. Votre motion va être poussée. Elle avait un risque politique, mais ça l'aurait peut-être aussi forcé à faire un autre discours, c'est-à-dire à aller vraiment chercher la confiance, à essayer d'aller convaincre les parlementaires en face d'elle, qu'elle allait essayer d'aller chercher la confiance avec des mesures spécifiques. Là, elle est restée droite dans ses bottes. Elle a défendu le programme du président, mais sans bouger d'un iota, comme si les élections législatives n'étaient pas passées. Et est-ce qu'il n'y a pas un autre risque avec cette motion de censure, c'est que vous vous retrouviez, vous, la NUPES, isolée, voire peut-être ne pas faire le plein de toutes les voix de la NUPES. Alors, vous savez, nous, on est très mobilisés et on est soudés, contrairement à ce que certains voudraient raconter. Il y a liberté de vote quand même. Il y a évidemment une liberté de vote, mais je veux dire, cette motion de censure, elle a été, je ne vous cache pas, signée par l'ensemble des parlementaires et déposée par l'ensemble des parlementaires qui sont membres des 4 groupes de la NUPES. Ce qui est sûr, c'est que il y a peu de probabilité qu'elle passe. Mais sous la Ve République, il y a une seule motion de censure qui est 62. passée. Donc, c'est pas pour autant que les échecs des motions de censure sont des échecs politiques. Je veux dire, il y a eu des motions de censure sous le précédent quinquennat, et à chaque fois, on a défendu une parole, parce que c'est une fenêtre aussi qui est offerte aux oppositions pour défendre une position. Et nous, notre position, c'est que c'est une motion de défiance vis-à-vis du gouvernement qui nous permettra aussi de clarifier le jeu, de savoir qui est dans l'opposition et qui, finalement, est d'une forme d'attentisme à l'égard du gouvernement ou de soutien indirect. Le risque, il est peut-être aussi pour vous, les socialistes, d'apparaître comme soumis aux insoumis, qui ont les premiers lancé cette bataille. Non, je vais vous dire, il y a peut-être eu un petit couac de communication, mais cette motion de censure, elle allait de soi. Je veux dire, la pratique qui a été celle du gouvernement depuis 5 ans, ce mépris du Parlement et cette forme de continuation, finalement, avec Elisabeth Borne, la semaine dernière, qui fait comme si il ne s'était rien passé, ce n'est pas notre manière de faire de la politique, et c'est un signal qu'on veut aussi envoyer au gouvernement. Ça ne veut pas dire que l'idée lancée par Jean-Luc Mélenchon d'un groupe unique, elle va faire son chemin, finalement? Non, ça c'était une hypothèse qui a été évoquée. Vous remarquerez que ça a duré 24 heures et qu'à la fin, tout le monde est revenu à ce qui avait été discuté initialement, c'est-à-dire des groupes distincts, parce qu'on a un projet qui nous rassemble, on a l'essentiel qui nous permet de mener des combats communs, mais on a aussi des différences, des complémentarités qu'il faut faire vivre dans le Parlement. Alors, les députés vont parler aussi des mesures sanitaires à prendre, notamment à cause de la reprise de la Covid. Est-ce qu'un pass sanitaire pour sortir du territoire où y entrer, c'est-à-dire aux frontières, c'est une idée, un outil que vous pourriez adouber? C'est déjà en vigueur, en fait. Donc là, oui, il s'agit juste de prolonger et de le réactiver. Outil qui existe déjà, qui permet, en cas de vague, de maîtriser les entrées et les sorties sur le territoire. Je ne vous cacherai pas que la loi, en l'état, a été adoptée en commission par l'ensemble des groupes, donc c'est relativement consensuel. Nous, ce à quoi on s'opposait, ça aurait été une prolongation de manière non définie de l'état d'urgence. Moi, ce que je regretterais sur ce texte sanitaire, c'est l'absence d'anticipation, surtout. Parce qu'on se retrouve à prolonger comme ça à la va-vite quelque chose, alors que le gouvernement aurait pu anticiper, et puis qu'il y avait des mois qu'on savait que cette vague allait revenir, et que finalement, au-delà des mesures juridiques assez techniques finalement que contient ce texte, ce qu'il aurait fallu, et c'est ce que disait hier Arnaud Fontanet dans le JDD, qui est membre du conseil scientifique, c'était de dire on aurait pu anticiper plus sur une nouvelle dose de vaccination, par exemple, pour les plus fragiles. C'est ça la priorité aujourd'hui qui devrait être celle du gouvernement, c'est une situation sanitaire qui appelle des réponses sanitaires et un objectif de vaccination des plus fragiles avec des nouvelles doses. Le gros morceau de traité parlementaire, ce sera le vote des mesures sur le pouvoir d'achat. Est-ce que, même si ça vous semble insuffisant, et vous l'avez déjà dit, vous voterez quand même ce texte parce que c'est mieux que rien? Alors, moi j'attends qu'on ait cette discussion au sein de mon groupe, le groupe socialiste et apparenté, et puis au sein de l'intergroupe. Pour l'instant, il faut bien être assez réaliste, le compte n'y est pas. C'est-à-dire qu'on a des revalorisations ponctuelles de certains minima sociaux, 4%, ou des gels des salaires, etc., 3,5%. Sur les indices des fonctionnaires, oui. Inférieurs
à l'inflation. Mais ça amortit le choc quand même. Ça amortit le choc, non. En fait, ça ne fait que l'accentuer. Parce qu'on aurait dû accompagner les salaires de l'évolution des prix. S'aligner à minima sur l'évolution des prix. Mais ça nourrit l'inflation, ça. Les prix ont toujours un coup d'avance. Oui, vous voyez bien qu'aujourd'hui, si on vous augmente moins vos salaires que n'augmentent les prix, vous perdez en réalité du pouvoir d'achat. C'est ça qui va se passer. Si on n'accompagne pas au même niveau, je ne dis pas de dépasser, mais d'accompagner au moins au même niveau. Et nous, on avait une vraie politique, par ailleurs, qui était une politique sur les salaires. Alors, on va y revenir, mais sur la lutte contre l'inflation et ces mesures d'accompagnement, aucun autre pays européen ne le fait. On est même le pays où on donne presque le plus. Certains jouent la brutalité de la réalité économique. La différence entre la France et les autres pays, c'est que les autres pays ont anticipé. Par exemple, en Espagne, en Allemagne, vous avez une augmentation du SMIC déjà il y a quelques années. Aujourd'hui, en France, en fait, on a gelé l'indice des fonctionnaires, on a gelé les pensions depuis plus de 5 ans. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, les retraités, ils ont perdu énormément de pouvoir d'achat et les fonctionnaires et les salariés ont perdu du pouvoir d'achat. Donc, il y a une nécessité de rattraper tout le temps perdu. Alors qu'en Espagne, vous avez une augmentation du SMIC de 15% déjà. Donc c'est normal qu'aujourd'hui, ça augmente un petit peu moins parce qu'en fait, la situation n'est pas la même. Clément Beaune, le ministre des Transports, incite les sociétés d'autoroutes à freiner la hausse du prix des péages. Est-ce que c'est une bonne tactique d'aller mettre la pression sur ces entreprises? Alors, il faudrait mettre la pression. Nous, dans notre programme, on proposait la nationalisation des sociétés autoroutières. Ce qui coûte cher quand même, pour indemniser. Ça coûte cher, mais ça coûte surtout cher aux Français. Parce que quand on voit les bénéfices des sociétés autoroutières qui se sont financées sur le dos du contribuable, parce que c'est des investissements qui ont été pour l'essentiel portés par l'État, moi je trouve ça absolument scandaleux. Donc c'est non seulement une nécessité que les autoroutes modèrent leurs prix, mais il faudrait aller plus loin en leur limitant leurs prix. Nous on proposait de manière générale, alors pas la question des limitations des prix des sociétés autoroutières, je vous ai dit on proposait une nationalisation, mais sur la question des prix de l'énergie ou des prix des produits de première nécessité, il fallait un blocage des prix. Et ça le gouvernement s'y refuse alors que c'est tout à fait possible. Est-ce que ça n'organise pas la pénurie, le blocage des prix, parce que celui qui finit par vendre à perte parce que le prix est moins élevé que son coût de production, il finit par vider les rayons et ne plus produire. Sauf qu'en fait, si vous bloquez les prix, par exemple, de l'énergie, vous baissez aussi les coûts de production. Donc en fait, cet effet, il est bénéfique pour tout le monde. Ça limite l'inflation de bloquer les prix. Et ça s'est déjà fait. Et c'est peut-être quelque chose auquel le gouvernement devra se résoudre à un moment ou à un autre. Nationaliser EDF pour à la fois contrôler les prix, mais surtout gérer la souveraineté énergétique, vous le voterez ? Alors, ça dépend ce qui se cache encore une fois derrière le texte. Sur le principe, évidemment, c'est d'ailleurs quelque chose qu'on porte depuis 5 ans et que le gouvernement refuse. Mais si c'est nationaliser EDF pour ne pas le recapitaliser, c'est-à-dire réinjecter de l'argent dans la machine, parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que EDF est une entreprise qui est en grande difficulté parce qu'elle n'a pas les moyens d'investir. Donc évidemment qu'il faut que l'État soit un État stratège, un État qui anticipe la transition énergétique et donc qui permet d'avoir un vrai leader de l'énergie. Mais c'est pas nationaliser pour derrière mieux privatiser ou vendre à la découpe, ce qui était finalement un peu le projet caché du gouvernement avec le fameux projet Hercule. Voilà. Vous parlez hausse des salaires. La hausse du SMIC à 1 500 € est considérée par le gouvernement comme trop lourde à porter par les entreprises. Ça casserait leur compétitivité. Que répondez-vous ? Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement, il préfère avoir une politique de la prime qui laisse la possibilité aux entreprises de décider si elles accordent ou non aux entreprises des gains de pouvoir d'achat. C'est une politique qui est finalement inégalitaire parce que ceux qui sont dans les plus grandes entreprises qui vont avoir les moyens d'augmenter les salaires, ils vont le faire. Et puis les petits employeurs, eux, ils vont pas pouvoir verser de primes parce qu'ils n'ont pas les ressources suffisantes. Et deuxièmement, quand on fait des primes défiscalisées, on fait payer ça à l'ensemble des Français. Donc en fait, c'est les Français eux-mêmes qui se payent leurs primes par des non-cotisations et donc une absence d'encaissement au niveau de la sécurité sociale. Donc aujourd'hui, avec la politique de la prime, on augmente le trou dans la sécurité sociale et comment on va le faire payer ? Derrière, on va remettre la retraite à 65 ans. C'est de la perte de pouvoir d'achat pour les Français et finalement, c'est pas notre manière de voir les choses. Donc nous, on mise sur l'évolution des salaires pour que ce soit non seulement égalitaire et puis qu'on le sente tout de suite et que derrière, ça se traduise aussi par des droits nouveaux et des droits sociaux parce que finalement, qui dit augmentation des salaires dit aussi des cotisations supplémentaires qui sont engrangées pour la retraite. Donc c'est deux philosophies totalement différentes. Bruno Le Maire considère que la pénurie de main-d'œuvre doit être un des grands chantiers de la rentrée. Est-ce que vous avez des idées à lui suggérer ? Alors, à part augmenter les salaires, ce qui déjà attire plus de gens. C'est déjà une première réponse qui est une réponse de base. Parce qu'aujourd'hui, si vous ne trouvez plus de travailleurs d'un certain secteur sur des métiers pénibles, c'est aussi parce que c'est des métiers qui sont sous-payés. Si vous dites dans la restauration, vous allez travailler 15 heures de suite, enfin je dis 15 heures, en fait un peu moins, mais quand même, et pour gagner des clopinettes, c'est
forcément qu'il y a un problème derrière Et d'attractivité donc du on peut métier. peut-être augmenter un peu les salaires, mais peut-être aussi baisser les aides quand on est au RSA ou au chômage Ah bah pour ça a inciter les été, gens à reprendre, ça c'est créer un la peu d'écart. ça c'est la philosophie du gouvernement qui a été de dire: «On va taper sur l'assurance chômage pour forcer les gens à retourner au travail». Résultat, 2 ans plus tard, la réforme chômage, elle a, fait perdre à 2 millions de Français, des allocations chômage, hein. Il y a une baisse nette, des ressources, hein. Ça a permis à l'État de faire des économies, substantielles, cette réforme de l'assurance chômage. Ça a pénalisé les jeunes, hein. Plus de 500 000 jeunes qui ont perdu le droit à l'allocation chômage et derrière, le gouvernement nous dit: «Eh ben ces jeunes à qui on a retiré le chômage, qui auraient pu donc avoir des droits sociaux, ils refusent d'aller travailler». Donc c'est peut-être que le problème, c'est pas du côté des aides, mais c'est vraiment du côté des salaires. En L'attractivité. tout cas, c'est notre manière de voir les choses et c'est pas en effet, la casse du système d'assurance sociale qui est produite par Emmanuel Macron qui permet de résoudre, le problème De la des pénurie. emplois non occupés. Emmanuel Macron révèle une enquête journalistique avant 2017, avant son entrée à l'Élysée, a plaidé pour la cause d'Uber qui voulait s'implanter en France. Mmh. Est-ce que cela vous choque ou est-ce que finalement il n'a pas cassé le monopole des taxis et il a bien fait? Si je vous dis, il a bien fait, vous serez surpris. Non, évidemment que cela me choque, comme je pense cela choque, l'ensemble des Français Vous diriez scandale d'État, comme que on de entend un peu à voir la gauche de la un gauche? ministre de l'économie qui devient le principal lobbyiste, de l'ultra, capitalisme américain. Moi je suis, oui, en effet, choqué. Je pense que non seulement c'est pas normal, que ça mériterait, certains l'ont suggéré, une commission d'enquête pour aller voir ce qui s'est passé, notamment, du côté de l'État. Est-ce qu'il y a eu des consignes directes de la part du ministre de l'économie pour, favoriser l'entreprise? Est-ce qu'il y a eu des messages qui ont été passés? En tout cas, c'est pas normal. Moi, ce que je vois dans cette enquête, c'est évidemment qu'il y a une proximité entre des intérêts privés et des cabinets qui ont choisi, enfin le cabinet d'Emmanuel Macron en l'occurrence, qui a choisi de faire la courte échelle à une entreprise qui non seulement a des intérêts privés, qui ne paye pas ses impôts en France, qui exploite des travailleurs et notamment des migrants sans papier, hein, c'est ça le cas de Uber, hein, et qui avait à l'époque une politique très agressive qui a conduit à faire que des gens, les taxis en l'occurrence, se voient concurrencés dans une profession dans laquelle ils avaient beaucoup investi, toutes leurs économies, et qui ont été menacés, et heureusement. Je le dis que Thomas Thévenoud, qui était un député socialiste très engagé sur le sujet, a réussi à freiner les ardeurs d'Emmanuel Macron et qu'il n'a pas pu aller au bout de ce qu'il souhaitait. Arthur Delaporte, merci, bonne journée.